Bonjour Lucie et merci, merci de venir sur cet temps d'échange et d'interview qu'on va prendre ensemble sur le thème de comment mieux vivre le deuil. Et puis c'est vrai que le mois de novembre on fête la fête des saints mais aussi la fête des défunts. Bientôt, on va célébrer l'armistice, enfin se commémorer l'armistice. Et puis aussi, c'est vrai que voilà, avec la période de fin d'année, la période des fêtes, il y a moins de lumière. C'est une période où on peut être plus fragile. Et puis aussi, ces fêtes, elles peuvent nous rappeler ceux qui manquent, ceux qui ne sont pas là. Donc je crois que c'est vraiment une période propice hein, pour pouvoir en fait donner des ressources, des outils, peut-être une nouvelle façon aussi d'appréhender cette période qui est du deuil qui peut être si délicate, si douloureuse et je dirais même parfois aussi tabou en fait. Ouais. Donc, je vais prendre un petit temps pour te présenter et déjà dire que j'ai eu la chance de croiser ton chemin voilà, en tant que femme solopreneuse, c'est-à-dire qui est vraiment créatrice de ton activité. Et puis on a aussi beaucoup accroché parce qu'on a une passion commune qui est la danse et la danse vraiment dans le sens l'expression de soi par la danse. Donc, dans ton parcours, tu es danseuse tout d'abord. Tu as été formée à la psychomotricité. Et puis, tu accompagnes en fait les personnes qui sont en transition, dans un passage de vie délicat ou en période de deuil. Et puis, ton accompagnement est vraiment centré sur le corps et la créativité pour permettre à ces personnes de recréer une nouvelle vie. Est-ce que tu aimerais peut-être rajouter quelque chose ou, Bah, c'est exactement ça. J'ai juste un mot qui me vient en complément par rapport Mm. à la danse. Il y a vraiment cette notion de transformation aussi et Mhm. entre guillemets, de métamorphose. Parce que souvent, ces passages de vie délicats et la mort d'un proche ou de quelqu'un de proche, en tout cas, en fait partie, amènent souvent des profondes transformations. Et voilà, le mouvement, la danse, moi, m'a accompagnée pour cette transformation-là et a vraiment ce pouvoir-là, je trouve. Donc, Mm. juste ce mot-là que je voulais ajouter. Oui, 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 Merci, oui, c'est oui. ça. Oui, Merci. oui, vraiment ce mouvement de transformateur en fait qui Mm, s'opère. Ok, ouais. mm, Et puis donc, pour les personnes qui auront la chance d'écouter ce replay, hein, justement, on va essayer de leur apporter un maximum d'informations pour que justement elles puissent mieux vivre le deuil, que ce soit dans la sphère privée, voilà, si c'est l'accompagnement d'un proche, ou dans la sphère aussi professionnelle. Voilà, parce que mm, effectivement, il y a beaucoup de professionnels de santé qui sont régulièrement confrontés à la mort. Et ça aussi, ça peut être aussi vraiment un moment très difficile à vivre, même si on dit que voilà, les professionnels de santé essayent de se protéger quelque part, mais on reste des humains avant toute chose. Voilà, ça vient nous déstabiliser parfois et nous faire vivre beaucoup d'émotions. mm, Donc, ce que j'ai envie de te demander dans un premier temps, finalement, c'est justement cette période du deuil. Comment est-ce que toi, tu la représentes? Comment est-ce que tu en parles? Là, tu nous disais justement que c'était vraiment un moment transformateur. Est-ce que tu peux mm. nous en dire un petit peu plus? Oui. Bah, déjà, merci pour cette introduction et puis l'accueil, oui, des personnes qui vont arriver sur ce temps d'échange. Justement,
le mot de transformation, il va rester le fil conducteur et un des mots-clés. Et pour les personnes qui vont écouter cet échange, je les invite vraiment, justement, en tout cas, je leur souhaite que ce temps d'échange et ce qu'elles vont recevoir puisse justement transformer déjà un regard, une posture, un vécu vis-à-vis de la mort. Tu parlais des émotions que la mort, le fait d'être face à la mort de quelqu'un ou la fin de vie peut amener. Et particulièrement en tant que soignant, je peux en parler parce que j'étais psychomotricienne vraiment avant. Il y a vraiment dans le fait d'accompagner des personnes. Je trouve une des émotions les plus difficiles à vivre, c'est l'impuissance. En Mm. fait, le fait de se retrouver sans pouvoir aider l'autre, pouvoir le faire aller mieux. Et en fait, la fin de vie et la mort nous amènent vraiment vers ça. C'est autant dans la fin de vie et la mort qui sont, entre guillemets, prévisibles ou prévus, que aussi les décès brutaux. Ouais, ça peut être même encore plus difficile. En tout cas, c'est un peu différent. Mais cette notion de transformation, j'ai en effet envie de continuer à partager sur ce terme-là, parce que moi, c'est ce qui m'a permis de voir la mort autrement. Donc là, je partage une conception de la mort qui m'est très personnelle et qui voilà, résonnera peut-être dans tous les cas. Pour les personnes qui écoutent cette vidéo, je vous invite à voir justement ce que cette conception que je vais partager vous invite à sentir, à voir, à percevoir pour pouvoir vous-même sentir à quel endroit vous êtes vis-à-vis de votre conception de la mort. Parce qu'en fait, tant qu'on prend pas le temps de se poser pour entendre, écouter, en parler, on peut rester même vis-à-vis de soi-même et de sa propre conception de la mort dans un flou, en fait. Donc Mm. déjà, juste d'avoir ce temps pour se poser et se dire, bah oui, c'est ma conception à moi, c'est quoi? Donc je vous partage la mienne, qui a beaucoup évolué. Alors très brièvement, moi, dans mon parcours, ce qui m'a aussi amené sur mon chemin à vraiment me centrer aujourd'hui sur cette question de la mort et l'accompagnement du deuil, c'est le décès très brutal justement de mon père quand j'avais 21 ans. Donc aujourd'hui, ça fait 9 ans. Ça a été vraiment un point de bascule qui m'a amené à voir la vie autrement parce que j'ai été face à la mort et que je me suis posé ces questions-là. Ben, c'est quoi la mort? C'est quoi la vie? Etc. Et je trouve que c'est une des richesses de la mort, en fait, quand on la rencontre, quand on la regarde, de nous apporter une conception différente de la vie aussi, et pour moi, une conception plus riche de la vie. Mm. Donc, si je dois parler de la mort en elle-même, c'est justement une transformation déjà. C'est-à-dire un passage d'un état incarné à un autre état. Alors là, interviennent nos conceptions personnelles et plus Nos ou moins, voilà, croyances. Hein. Mm. nos croyances, notion de spiritualité vraiment au sens qu'est-ce qu'on considère qu'est l'essence de la vie. Donc ça, c'est tout à fait personnel, intime pour chacun. Euh, mais moi, j'aime parler de transformation parce que, euh, en fait, cette notion de fin brutale et derrière plus rien ne me parle pas. Et je vois pour beaucoup de personnes, enfin la majorité des personnes en fait, qui vivent ça, sentent bien des choses Mm. au-delà du visible, au-delà du dissible, de ce qu'on dit, de ce qu'on voit, de ce qui est palpable. En fait, il y a comme tout un autre monde qui est au-delà de la vie incarnée, terrestre, De ce qui est concrète. tangible, en fait. C'est Mm. ça. Et Mm. donc, voilà, cette transformation de l'état d'une personne. Et puis, après, il y a vraiment cette notion de transformation aussi, justement, dans la relation Mm. avec l'être qui, déjà, quand l'être est en train de terminer sa vie, parce que elle-même peut vivre des transformations de son état.
où justement elle ne va plus avoir les mêmes facultés, et notamment dans la communication, le fait de pouvoir voilà, échanger, partager. Donc la relation avec une personne en fin de vie déjà se transforme, et ensuite au moment où il y a ce passage de la mort, j'aime aussi continuer à parler de transformation de la relation. Comme Oui, si en fait, pour moi, le deuil n'a pas de fin. Le deuil ne se termine pas parce que la relation qu'on a avec une personne, même morte, défunte, ne se termine jamais. En fait, on continue d'avoir une relation avec elle. mm, Donc cette oui, relation se transforme oui, et c'est elle peut- peut aussi être nourrie. mm. Voilà. Oui, oui, et c'est peut-être en ça finalement que tu as vraiment une richesse à apporter, hein. Tu parlais de la richesse du deuil. Mais cette richesse aussi, il me semble que c'est ce que tu as à transmettre aussi, parce que bien souvent, ben, suite au décès d'un proche, on peut se sentir ben, complètement submergé déjà par ses émotions. Je t'ai souvent entendu parler aussi de déstructuration, hein, intérieure, donc c'est vraiment quelque chose de très très fort où tout s'écroule finalement. Et peut-être de garder à l'esprit finalement que il y a cette relation qui ne s'arrête pas mais qui continue d'évoluer dans le temps et que c'est peut-être ce fil conducteur, finalement, il me semble, qui va aussi pouvoir permettre de vivre les différentes étapes du deuil. Oui, et ce que tu soulignes là, c'est en fait le troisième point d'attention de cette notion de transformation, c'est en effet cette transformation personnelle et intérieure que l'on vit, parce que tu le dis, en fait, quand il y a une personne qui disparaît de notre univers, de notre environnement tel qu'il est à un moment donné de notre vie, et même si c'est dans le cadre professionnel, en fait, parce que toutes les personnes que l'on croise, que l'on rencontre, souvent font des échos, des résonances avec qui on est, avec notre histoire. Donc, c'est jamais anodin une rencontre professionnelle, et particulièrement entre thérapeute et soigné, et, euh, et personne voilà, qui est accompagnée. Et donc, cette transformation intérieure, le fait d'avoir, euh, bah oui, dans notre environnement, la disparition de quelqu'un, tu l'as dit, quand c'est un deuil personnel, parfois c'est vraiment un pilier de sa vie qui disparaît. Et donc, c'est tout un tas de repères qui bougent, qui changent. On peut sentir vraiment une brèche à l'intérieur de soi, parfois un effondrement complet, et ce chaos intérieur, en fait. Moi, j'aime beaucoup parler avec des images. L'image, je trouve, qui soutient aussi, c'est de se dire que avec ce chaos, même s'il y a un temps où c'est complètement, bah oui, chaotique, j'ai bazar, mais ça peut absolument pas, ça peut pas représenter la quantité de vulnérabilité et d'émotions qui arrivent à ce moment-là. Mais en tout cas, c'est aussi une opportunité à un moment donné. C'est difficile parfois de l'entendre, ce terme-là, mais à un moment donné, on se rend compte de ça, que ça ouvre aussi une occasion dans sa vie, finalement, d'être soi-même transformé, de pouvoir faire le tri aussi entre Mm. des parts de soi, des éléments de sa vie, et puis ce que tu disais, de pouvoir se recréer des fondamentaux, des fondations, des valeurs, des nouveaux repères, et puis aussi des nouvelles perspectives dans sa vie. Donc voilà, la transformation de soi aussi est vraiment très, très profonde dans Mm. ces moments-là. Quand je t'écoute dans ce que tu dis, c'est finalement, j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait un nouvel élan de vie qui était prêt à renaître, qui était prêt à naître, Mm. un nouveau mouvement de vie.
justement dans cette période où on peut être tellement vulnérable et sentir beaucoup d'impuissance, ça peut être finalement, oui, une sorte de renaissance personnelle. Est-ce que tu le présenterais aussi comme ça? Ouais. Oui, je trouve que c'est très très juste tous les termes que tu emploies et d'ailleurs c'est des mots qui reviennent très souvent chez les personnes que j'accompagne, cette notion de renaissance particulièrement. Et je crois que c'est vraiment le deuil et le fait d'être face à la mort de quelqu'un nous enlève en fait toutes nos couches de protection. Et donc c'est ça aussi qui fait qu'on est dans une telle vulnérabilité, fragilité. Voilà, il y a tout qui nous touche, il y a plein de choses qui sont à vif. C'est aussi ça qui fait qu'on peut, moi ça a été le cas pour moi et je l'observe pour beaucoup de personnes, c'est des moments en fait où bon, c'est ça qui est difficile aussi, c'est que on a le deuil de la personne à vivre et souvent il y a aussi nos propres fragilités de notre histoire qui reviennent aussi et qui ressurgissent dans ce Mhm. moment-là. Parce qu'il y a une telle vulnérabilité que bah, des protections qu'on a pu mettre sur d'autres choses de notre vie avant, ben, réémergent aussi dans ce temps-là. Donc à la Mhm. fois, c'est encore plus difficile et en même temps, c'est ce que tu dis, c'est vraiment un moment de sa vie qui peut être un point de bascule avec, bah, dans ce moment-là, en fait, je vais vraiment prendre soin de ce qui a fait faille, entre guillemets, dans ma vie et quand on a cette opportunité, quand on peut aussi se l'offrir, de prendre ce temps-là, de prendre soin de ces failles qui réémergent, en plus du deuil qui est à vivre et de l'absence de la personne, et ben oui, on se recrée soi, on se reconstitue et on peut venir en effet retoucher, recontacter vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la source de notre vie, de notre essence de vie et de cet élan dont tu parles qui est toujours là en fait. Et parfois c'est ça aussi qui est très difficile à accepter quand on traverse un deuil, c'est le fait que la vie s'est arrêtée pour quelqu'un et qu'en même temps, du coup, il y a toutes ces cassures qu'on sent nous à l'intérieur de nous et en même temps cette vie qui continue. Et parfois, voilà, de sentir euh, ce double mouvement à l'intérieur de quelque chose qui s'est complètement arrêté et en même temps de la vie qui continue peut être parfois difficile à intégrer, à appréhender. Et euh, pour autant, ben oui, la vie est toujours là. Hmm. Oui, 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 oui. Dans ce que j'entends, ça peut être une forme de paradoxe peut-être, Mm, ou parfois de culpabilité. Pourquoi lui, pourquoi pas moi? mm, Et donc aussi peut-être ça vient peut-être aussi toucher à ce droit à vivre, à voilà, mm, est-ce que je mérite encore? Enfin, c'est vrai que je mm, crois qu'on peut être vraiment assailli de tas de pensées. Voilà, qui viennent ben, remettre en question aussi ben, notre goût pour la vie, pour notre propre vie personnelle. mm. Donc, Oui. voilà. En tous les cas, un grand moment ben oui, de fragilité, de vulnérabilité qui demande à être accompagné. Mm. Mm, mm, Bah, disons, le fait de s'offrir, d'être accompagné, c'est aussi de ne pas être seul pour traverser tout ce qui émerge parce que c'est un, c'est un monde, quoi, c'est un océan. Et ce que tu nommes par rapport à la culpabilité, ça me donne envie de peut-être là poser une question, inviter les personnes à regarder euh, comme, entre guillemets, faire un test pour voir où en est notre niveau de culpabilité, parce que je crois c'est forcément quelque chose aussi qu'on traverse. mhm, C'est de regarder, pas forcément dans les moments où il y a des pensées plus compliquées ou des émotions plus difficiles, entre guillemets, si on doit catégoriser les choses, mais au contraire, dans les moments de joie, de belles choses, de partage, de bonnes nouvelles de regarder justement dans ces moments-là, et ben, comment je m'autorise à vivre ce bon,
Tu vois, ça m'amène vraiment une émotion forte parce que moi, je pense que ça a été le plus gros de mon cheminement, en fait, de pouvoir dépasser cette culpabilité, la transformer et m'en libérer pour m'autoriser à vivre à nouveau pleinement et à recevoir, en fait, tous ces cadeaux de la vie qui Mm. sont là tout le temps, à nous attendre, là. Mm. Et donc, voilà, peut-être ouais, regarder à un moment où je vis quelque chose de bon, et ben, est-ce que je sens que je peux être pleinement habitée, et puis là, ça fait le lien aussi avec le corps, pleinement habitée de ce bon, en fait, à Mm. savourer. Ou est-ce que, au contraire, il y a bah, justement la culpabilité qui fait que ben non, tu peux pas vivre ça, qui vient colorer un petit peu. Des fois, on donne cette image, tu sais, de l'encre qui tombe dans l'eau et puis qui colore l'eau en fait. Et Mm. la culpabilité, c'est un peu ça. Ça tombe là dans l'expérience, dans le vécu, et en fait, ça colore tout le vécu, alors que ça peut être quelque chose de super extérieurement, mais intérieurement, en fait, on le vit très très mal parce qu'il y a la culpabilité qui vient Ouais. tout noircir, quoi. Mm. Donc oui, oui, Mm. c'est un des points centraux aussi. Ouais. Ouais, ouais. Bon, il y aurait tellement de choses à dire, hein. Peut-être, enfin, pour les personnes qui, justement, suite au décès au décès d'un proche, Mm, je crois que régulièrement, il y a des personnes qui te demandent, mais finalement, comment est-ce que je peux me relier à mm, une personne qui est décédée ou qui est en perte de capacité. Par exemple, mm, une personne qui ne pourrait plus s'exprimer par la parole. oui. euh, et voilà, ou même par des gestes, ou qui ne peut plus écrire. Mm, Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes? mm. Et ben à cet endroit, je dirais que c'est vraiment la casquette de psychomotricienne, moi, qui m'a permis de, entre guillemets, de régler cette question et du coup, là, d'apporter des éléments de réponse. Euh, je dirais que ce qui permet, en fait, de se relier à l'autre, à un endroit justement qui n'implique pas la parole, la réflexion, etc., qui n'implique pas en fait le cerveau et le mental, et ben justement c'est le corps. Et c'est exactement le même chemin pour se relier à l'autre que le chemin qu'on peut faire pour se relier à soi. Hmm. Et il y a un mot-clé, c'est la disponibilité. Donc, cultiver la disponibilité à l'intérieur de soi. Moi, je sais ce que ça veut dire Hmm. parce que j'en fais l'expérience, parce que j'ai des pratiques, parce que voilà. Et je sais que toi aussi, en étant au travail avec le corps et notamment avec la danse, évidemment, il y a plein d'autres pratiques aussi que le mouvement. Mais c'est vraiment ce mot-clé parce que c'est un peu l'image, en fait. Bon, j'ai l'image d'une bouteille. Voilà, quand on est plein d'émotions, quand on est plein de pensées, quand on est plein, notamment de culpabilité, par exemple, et ben ça fait à l'intérieur de la bouteille plein de morceaux où on peut voir autrement un tuyau, hein. Ça fait plein ouais, d'agrégats, de choses qui viennent en fait encombrer l'intérieur de soi. Et sauf que pour être en relation avec l'extérieur, en fait, c'est une question de circulation. Et on le sent, en fait, quand on est face à quelqu'un, on peut voilà, lui envoyer des belles ondes, des belles pensées, une présence aussi qui rayonne. Il y a cette notion de circulation vers l'extérieur et puis intérieur, extérieur. Et quand on veut se mettre en lien avec quelqu'un, comme je disais tout à l'heure, que ce soit quelqu'un qui est encore en vie, qui a perdu des capacités, donc qui est encore présente physiquement, mais sur lesquels on n'est pas sur les mêmes niveaux de conversation et d'échange qu'habituellement,
euh, que ce soit avec ces personnes-là ou avec un défunt, où en fait on peut entrer en résonance, en sensation, en perception avec un niveau subtil, en fait, avec un niveau qui est pas visible. Et ben c'est vraiment à travers le corps que ça peut se faire dans cette notion de créer de l'espace à l'intérieur de soi, de créer une disponibilité pour qu'il y ait tous ces éléments beaucoup plus subtils en fait d'échange avec l'extérieur à un niveau visible ou invisible qui puisse avoir lieu. Donc il y a ouais, on peut dire une forme de nettoyage émotionnel, des pensées, etc. Donc, créer de l'espace et de la disponibilité. Mm. Après, ça s'expérimente et ça se vit, quoi, parce Mm. que ça peut pas se faire avec la tête Mm. et avec le mental et de la volonté. Mm. C'est vraiment une expérience corporelle après à faire. Mm. Ok. Ok, Mm. peut-être est-ce qu'il y a aussi le fait de se faire confiance dans cette nouvelle forme de communication et de relation qui pourrait y avoir, qui n'est plus Mm. celle justement à laquelle on a été habitué, hein, Mm. des conversations bah, comme on a toutes les deux là maintenant, Mm. mais une autre forme d'être en relation, de conversation qui prend place et dans laquelle justement, bah, grâce à cette disponibilité dont tu parles, Mm. Mm. il peut y avoir justement cette autre communication plus subtile euh, Mm. qui, voilà, qui prend forme, qui prend vie. Mm. Eh bien, cette notion de confiance, en fait, moi, je la vois aussi à un endroit. En fait, si on prend l'opposé de la confiance, eh ben, ça va être les doutes, les jugements, les inhibitions, les, comment on dit, les censures. Et en fait, s'il n'y a pas la confiance, bah, il y a tout le reste. Et tout ce reste-là, bah, c'est aussi des choses qui encombrent. Voilà. Ok. Et qui font qu'en fait, il y a pas cette circulation et en effet, ce qui peut exister de cet échange-là. Mm, Donc oui, oui, je te rejoins à cet mm, endroit-là. mm, Il y a la confiance à la fois, c'est délicat parce que je trouve que ça vient aussi vraiment avec l'expérience. mm, Que plus on fait l'expérience et plus aussi on peut sentir que ça prend corps, en fait, que ça devient quelque chose qu'on ressent vraiment. Et ok. tant qu'il n'y a pas ce ressenti, euh, ben oui, on peut plus ou moins faire confiance à quelque chose qu'on ne connaît pas encore, mais souvent l'être humain a du Mm, mal avec ça. Donc oui, pouvoir euh, baser la confiance sur le fait d'avoir des expériences qui viennent nourrir. Mm. mm. Et valider, qui viennent nourrir et valider Oui, oui, cette oui. relation, quoi. Et c'est vrai que dans ces cas-là, bah, il y a que le fait de faire sa propre expérience Mm, qui va compter, en fait. mm, Là, on a beau en parler, et moi, je peux bien dire ce que moi, j'ai vécu et ce que j'observe aussi chez d'autres, mais tant que soi-même, on le vit pas, il y a quelque chose qui manque, quoi. Mm. mm. Et puis, peut-être dernier point que j'avais Mhm. envie d'aborder avec toi, c'est finalement dans un cadre professionnel. Mm. Ben, il y a beaucoup de professionnels qui accompagnent les personnes hein, jusqu'au dernier souffle Oui. et qui sont donc confrontés voilà, très régulièrement à des personnes qui décèdent. Et Mm. donc là aussi, hein, c'est pas facile à vivre. Hein. Mm. C'est pas la même chose que quand c'est une personne proche parce qu'on n'a pas les mêmes affects. Mais Mm. néanmoins, c'est quand même une personne dont le soignant s'est occupé, qui l'a accompagné avec beaucoup de soins, beaucoup d'attention. Il peut y avoir aussi la famille. Comment est-ce que aussi le soignant, il peut accompagner au mieux la famille
hein, parce qu'il y a mm, toujours aussi cette incertitude ou quand est-ce que la personne finalement elle va décéder. C'est toujours difficile. Alors des fois les soignants arrivent à donner un approximatif, hein, pour que les proches puissent se préparer. Mais finalement, alors attends, je crois que la oui, caméra, c'est bon ça? Ouais. Euh, oui, c'est je- bon. voilà, j'avais l'impression que ça avait un petit peu bugué. Donc finalement, voilà, il y a quand même beaucoup d'aspects aussi qui peuvent rendre aussi cet accompagnement de fin de vie difficile pour le soignant. Donc à la fois dans la relation avec la personne soignée et à la fois aussi avec les proches, avec l'entourage, avec le fait d'annoncer parfois le décès. Je dirais qu'est-ce que alors bien sûr, hein, on est limité en temps et peut-être que les personnes qui voudraient aller plus loin à ce moment-là, elles vont prendre rendez-vous avec toi. Mais je dirais comme ça, qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes, à ces professionnels de santé qui vivent régulièrement ce genre de situation? Et ben pour moi, il y a deux clés que j'ai envie de partager là. Euh, et ça va reprendre un petit peu tout ce qu'on a partagé, donc c'est très très riche. La première, c'est que, comme je disais, la mort, elle nous met face à nos fragilités et face à nos espaces en fait où entre guillemets il y a un manque de solidité. Donc c'est une grande enseignante. C'est une très très grande enseignante. Et Et je dirais qu'il y a deux choix à cet endroit-là. C'est soit justement de voir la mort, de recevoir la mort, d'accepter la mort comme une enseignante qui va nous mettre face à nos fragilités et donc nous inviter à venir les renforcer, nous solidifier. Donc dans ces cas-là, ça veut dire, dans une situation concrète, hein, je dois annoncer la mort d'un résident, par exemple, quelqu'un qui est auprès de personnes âgées, à, à sa famille, bah, à quel endroit, au moment où je dois le faire, je sens à l'intérieur de moi quelque chose qui ne tient pas, en fait, qui est fragile, qui... À quel endroit je sens ça? Et de venir sentir cet endroit de fragilité, c'est s'offrir vraiment l'opportunité de venir ouais, solidifier tous ces endroits de nous, toutes ces parts de nous. Et en fait, l'autre choix, si on ne prend pas la mort comme enseignante et qu'on se dit juste c'est un mauvais moment à passer, bon bah je le fais et ça va pas très bien aller, mais bon ça va passer et puis et en fait ça se répète, ça se répète, ça se répète, puis à chaque fois c'est et on en perd de la vitalité à chaque fois. Mm. Si on fait pas ce choix, en fait, de vraiment sentir et regarder à chaque fois là où ça vient faire résonner une fragilité, nous impacter, pour pouvoir justement en faire quelque chose et au fur et à mesure se solidifier, si on fait pas ce choix-là, ben, c'est juste une accumulation et quelque chose qui se répète quand on prend pas le temps de sentir, en fait. Et donc, la deuxième clé, c'est celle-là. C'est pour moi ce qui résume, on l'a parlé, en fait, c'est beaucoup une question d'émotion. Souvent, ce qui est difficile à vivre, c'est une émotion qui nous prend, en fait. La tristesse déjà, la peur aussi, parfois les angoisses très très présentes. Et en fait, l'émotion, c'est toujours une information. Et ce qui est difficile à vivre avec une émotion, c'est quand on essaye de la retenir ou de la baisser, de lui dire chute, de lui dire stop, de pas la sentir. Et donc, la clé, je dirais, principale,
c'est en fait de s'offrir un espace pour sentir son émotion, se laisser vivre son émotion. Alors souvent, ce qui fait peur, c'est de se dire, ah oui, mais non, mais si je laisse, si j'ouvre la porte à l'émotion, ça va me submerger, et puis voilà, je vais couler sous les émotions. Mais en fait, non, parce que l'émotion, elle est là de toute façon. Donc, si on la ressent pas, elle va venir se figer, se loger à un autre endroit où elle peut s'exprimer, si on la laisse pas s'exprimer en tant qu'émotion. Donc, c'est tout ce qui va faire les douleurs, les crispations, les chutes malencontreuses, hasardeuses, qui sont pas si hasardeuses. Bon, voilà, tous ces petits accidents, en fait, et ces douleurs et ces tensions. Ça, c'est juste des émotions qui n'ont pas eu la place d'être exprimées. Et l'émotion en elle-même, le fonctionnement d'une émotion, c'est une information. Et en plus, quand elle a la place de s'exprimer, en fait, elle passe. L'émotion ne dure pas. Elle n'est pas faite pour durer. Donc, si on lui laisse la place de s'exprimer, eh ben, elle passe. C'est comme le mouvement. Et c'est là que nous, en tant que danseuses accompagnantes par la danse et le mouvement, on le sait le plus, c'est que, on accompagne avec le mouvement du corps, justement, cette expression de l'émotion qui ne fait que passer. Et voilà, Mhm. ça fait la boucle avec cette notion de circulation et de disponibilité, Mhm. et qui fait on n'accumule pas en tant que soignant toutes les souffrances, toutes les traces qui peuvent rester en fait de ces moments qui restent des moments difficiles, hein. Mais voilà. Et puis au fur et à mesure en fait c'est un peu comme un entraînement de sport en fait. Plus on apprend à laisser cet espace à notre émotion, plus on apprivoise cette voie d'expression et plus aussi on est à l'aise en fait pour se laisser vivre, voilà, pendant 3 minutes, des larmes profondes, de tristesse profonde pour Josiane, voilà, qui est partie. Et puis après, voilà, ça y est, c'est passé, on a eu ce temps, on a eu Mhm. ce temps. Et vraiment s'autoriser en tant que soignant, oui, on est professionnel, mais tu le disais, on est humain avant tout, de ressentir, de ressentir. Mhm. Mm. Oui, oui, et cet accompagnement justement vers le fait de ressentir, hein, Mm. ben, il a toute son importance, hein. Je crois que Mm. c'est aussi pour ça qu'on est là. Hein, Exactement. en tant qu'accompagnante, c'est pour faciliter justement cette connexion à soi, cette connexion à ses émotions, à son Mm. corps, à ses ressentis. Et donc, ben voilà, pour les personnes qui aimeraient aller plus loin justement Oui. dans cette acceptation de la transformation, dans le fait de vivre aussi cette transformation Mm. de la relation. euh, à ce moment-là, ben, le mieux, c'est qu'elle prenne contact avec toi. Et puis, donc Ah oui, donc ce qu'on invite, hein, les personnes, suite à cette interview, on invite les personnes à commenter la vidéo avec le mot vie. Mm. Euh, Je vais nommer pourquoi, si tu veux, par rapport à ce que tu dis. Excuse-moi, j'espère que je t'ai pas coupé la parole. je t'en prie, vas-y, continue. Par rapport à ce que tu dis sur les émotions, je voulais juste rajouter ça parce que, en fait, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas. Tout à fait, oui, oui, complètement. Personne ne nous l'apprend. Hmm, Donc en fait, si on l'apprend pas à un moment donné dans notre vie, bah c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire. Et c'est pas une faculté qu'on a quand on est. Il y a des personnes qui savent mieux accueillir les émotions que d'autres. Non, on doit tous faire cet apprentissage. Et bah oui, on a plus ou moins les opportunités de le faire. Donc être accompagné par un professionnel à ce moment-là, par exemple de sa vie, ça peut être pour apprendre à appréhender ses émotions et apprivoiser. Et j'ai envie de dire, il y a pas de honte, même quand on a 50 60 ans, de se rendre compte que c'est quelque chose qu'on n'a jamais appris.
Je veux dire, la société ne nous aide pas à ça. Donc, si on n'a jamais eu un moment dans notre vie qui nous a obligés à l'apprendre, parce qu'on n'avait pas d'autre choix, et le deuil, souvent, c'est un moment comme ça, ne nous laisse pas le choix que d'apprendre cela, et ben, on ne l'apprend jamais. Donc, voilà, être accompagné, c'est aussi pour ça. Et Hmm. aussi parce que, ben, si on n'apprivoise pas ses émotions, souvent c'est de la protection, c'est parce qu'on se protège de ressentir des choses qui font trop de souffrance. Donc là, encore une fois, j'ai envie de dire, bah, pas de culpabilité en fait sur le fait de sentir que ben non, moi j'arrive pas à ressentir. C'est normal et heureusement en fait parce que vous êtes en train de vous protéger. Mais sauf que ces protections ont des coûts et que quand on continue à maintenir ces protections, c'est là qu'il y a voilà, le corps qui lâche à certains moments et des épuisements, des burn-out, toutes ces choses-là. Donc Hmm. en effet, apprendre, apprendre cela avec un professionnel, euh, c'est pas que la présence du professionnel et son savoir-faire, c'est aussi de s'offrir, d'avoir un espace pour soi où on se sent en sécurité, on se sent être accompagné, entouré, et où le fait de s'ouvrir à ce qui est souffrant, à ce qui est difficile à ressentir, ne va pas nous mettre en danger, parce qu'on est protégé, on est avec quelqu'un, on est soutenu, on est guidé, il y a quelqu'un voilà, qui nous tient la main et un espace vraiment contenant pour pouvoir se poser, se reposer. Et Hmm. tu l'as dit au début, donc le mois de novembre commence par la Toussaint. Donc c'est un moment, un jour dans l'année où on a cet espace pour parler de la mort, pour parler de nos défunts. Et après, quels espaces on a pour en parler, pour prendre le temps, etc., etc. Donc, c'est à cet endroit-là que j'invitais les personnes à commenter vie Hmm. sous cette vidéo, parce que sur tout le mois de novembre, justement, euh, ce que j'offre à ma communauté, c'est de continuer à ouvrir cet espace d'échange, de paroles, de temps aussi pour se poser avec nos réflexions, nos questions, les choses qu'on a envie de partager. Euh, et voilà. Et il y aura notamment un temps fort le 19 novembre avec un live. Et donc pour les personnes qui auront envie d'approfondir cette question, d'aller un peu plus loin et de pouvoir partager encore d'autres choses. Voilà, si elles mettent le mot vie, c'était ça. C'est pour recevoir les informations, en fait. Ok. Moi, je vous enverrai comme ça tout le détail du programme de ce mois de novembre. Continuer Hmm. la formule, c'est honorer nos morts pour célébrer la vie. Hmm. Faire ouais, de nos vies des fêtes, comme on le fait au Mexique. On a la fête des morts. Et oui, oui, en fait, quand on le prend de ce côté-là, la mort fait partie de la vie et c'est beau aussi, en fait. Oui, 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 oui. Ben, je propose qu'on reste sur ces derniers mots. Mm. Et puis, ben, vraiment, merci beaucoup, hein, Lucie, pour Merci nous à toi. apporter toute ton expérience personnelle, mais aussi ton expertise au niveau professionnel, justement, bah, pour nous aider à mieux vivre le deuil et Mm. mieux vivre aussi toute cette période que ça peut englober, que ce soit avant, pendant le décès ou encore après. Mm. Et puis, ben, donc pour les personnes aussi qui voudraient te retrouver, on va mettre ton profil, le lien vers ton profil Facebook, hein, sous la vidéo. Oui, Et puis, vous pourrez recontacter Lucie et venir donc à son live qui est le 19 novembre. oui, c'est Voilà. ça. Ok, super. Merci. Merci infiniment pour ton invitation, tes questions et cet échange. Mm.